Salut, c'est Mélanie pour Hot Story. Aujourd'hui, on part pour faire un essai moto avec Honda CRF 1000 DCT Africa Twin EP1. Premier épisode d'une trilogie. Nouveau venu dans l'équipe Hot Story, Thierry est un fou de belles images. Il en a fait son métier, mais aussi un amateur éclairé de tout ce qui a 2 ou 4 roues. Il nous livre aujourd'hui son avis sur l'Africa Twin version 2017. Une moto qu'il avait longuement essayée et qui se retrouve aujourd'hui sur le marché de l'occasion. Voici donc ce que nous livre Thierry. Je coupe le contact de mon XADV-DC, je mets pied à terre et je m'avance tranquillement vers le petit troupeau d'Africa Twin 1000 qui se repose paisiblement à l'ombre après une journée de roulage sur terrain d'hiver. Entre givre matinal et cuisson zénithale. On est fin avril, le mois des températures qui joue au yo-yo en attendant celui de la plage sous les pavés. Contrairement aux autres essayeurs, je ne rentre pas à Paris, et surtout je n'y vais pas en train. J'inspecte les 3 machines, il y a 2 rouges et une blanche. Je fais la grimace, aucune ne dispose d'un sélecteur de vitesse au pied. Bruno, le boss, vient vers moi et me dit « Tiens, tu prends la rouge qui est au milieu ». Je me hasarde à lui demander s'il n'y en a pas une normale, pas DCT. C'est ce qui m'a bien plu sur le scoot, mais là j'ai envie de faire de la bécane. Mais non, ce sera DCT ou rien. Quand même, je suis un peu chafouin. Autant sur une grosse routière genre Goldwing, je trouverais la boîte auto logique. Autant sur une moto clairement orientée aventure tout-terrain, j'aimerais pouvoir jouer du levier. D'autant que j'ai prévu de ne pas passer tout mon temps sur la route. Mais enfin, pas le choix. J'acharne mes bagages sur la bécane, je prends l'ascenseur jusqu'à la Selle et me voilà parti pour Pézenas, direction Toulouse, via la Montagne Noire. Le lendemain, je tirerai tout droit vers le nord par l'ancienne Nationale 20 pour rallier Argenton-sur-Creuse. L'ancienne 20, c'est un peu la route 66 française, surtout vers Limoges. Un bout de ruban que pas mal de possesseurs d'Africa Twin, première du nom, ont dû arpenter dans les années 80, avant que l'autoroute ne vienne changer la donne. L'Africa Twin 1000 est un peu un phénix de la bécane. Né en 1986 sur les cendres de la belle XLV 750 RF, alors que le Paris-Dakar est le roi des rallyes, puis disparu en 2003, laissant place à un mastodonte plus orienté route, comme c'est alors la mode, nommé Varadero. En 2015, la reine du désert était un beau souvenir, rien de plus. Dès sa sortie en 88, l'Africa Twin est une de ces motos qui fait rêver les kids des 80s, directement inspirée des machines de rallye raid, décorée aux couleurs du légendaire HRC, Honda Racing Corporation. Malgré une cylindrée modeste et un embonpoint certain, ses performances ne sont pas en reste. Si les gros trails d'aujourd'hui jouent fièrement la carte de l'aventure, à l'époque, il était surtout question de sport. Que ce soit à travers le Sahara ou dans les petits vérolos d'une départementale bien de chez nous, combien de bourres ont été tirés entre l'Africa Twin et son éternel rival, la Yamaha Super Ténéré. Pour cela, je vous invite à lire l'article sur l'histoire de Honda. Hélas, à l'aube des années 2000, la fille du désert tire sa révérence. C'est une page qui se tourne, une époque et un état d'esprit qui disparaissent. Les trails se font encore plus gros, toujours plus routiers et lourds. Pire, les coloris sont plus insipides que jamais. Les marchands d'autocollants mettent la clé sous la porte. Mais 10 ans plus tard, le petit monde de la moto est secoué par son passé. Les revivals en tout genre éclatent aux yeux d'un public médusé. Café-racer, bobber, scrambler et autres engins plus ou moins glorieux envahissent nos villes et nos campagnes. Une vraie révolution. Le phénomène est mondial, d'une ampleur jamais vue. Normal donc que les constructeurs se mettent à la page et exploitent leurs grandes heures en mode #nofilter, ou presque. BMW R90, Ducati Scrambler, Triumph Truxton, et j'en passe. Honda ne fait pas exception et revisite 2 de ses épisodes les plus emblématiques. La saga CB avec une 1100 EX RS très évocatrice et la fameuse Africa Twin. Certes un peu plus opportuniste. Je m'explique. Né CRF 1000L en 2015, ce n'est qu'au bout d'1 an que le géant rouge décide de la proclamer héritière de la reine du désert. Sur le papier, à part le nom et une évidente propension aux escapades hors bitume, la CRF 1000L Africa Twin n'a pas grand-chose en commun avec son aïeul. Tout d'abord, elle n'est pas directement issue de la compétition. Au Dakar 2017, Johan Barret d'abord et sa CRF 450 Rally arrachent une belle 5e place. Mais même de loin, en plissant les yeux et en voulant y croire très fort, sa moto ne ressemble pas à la CRF 1000L. Pire, elle n'aborde pas le moindre monogramme Africa Twin. Les temps changent.
Pour pousser la comparaison plus avant, il n'y a plus de V-twin chez Honda. Dorénavant, l'Africa Twin est mue par un bicylindre vertical. Tandis qu'à la fin des années 80 et durant les années 90, les XRV 650 puis 750 en imposaient avec leurs gros réservoirs et leur large face avant à double optique. Aujourd'hui, la CRF 1000L joue la carte opposée, se démarquant de la concurrence avec un gabarit plus contenu et une ligne plutôt fine pour la catégorie. Alors finalement, est-ce qu'elle sentirait pas un peu le coup de com' pas cher cette Africa Twin des années 10? Juste le prix des stickers quoi. C'est qu'avec cette mode du vintage, à toutes les sauces, les marchands d'autocollants se remettent à fleurir. Pour cela, je vous invite à lire l'article sur Soichiro Honda. Je suis donc à Pézena, le 21 avril 2017. Il est 16h55. Je chevauche ma monture d'essai depuis moins d'un quart d'heure. L'impression de finesse se confirme. Ajoutez à cela le rouge vif de sa livrée qui vient nimber la moitié inférieure de mon champ de vision et j'ai presque plus l'impression d'être perché sur un bon vieux Dominator que sur une Africa Twin dernier cri. Pour le moment, la moto et moi-même en sommes encore à nous apprivoiser mutuellement. Boîte DCT en mode D, notre allure est des plus paisibles. Cherchant notre chemin sur un filet de gaz dans le dédale des petites rues encombrées de Pézena, difficile de dire si je suis propulsé par un twin ou un gros mono, tant le mille reprend bas dans un cognement très tracteuresque. À ce rythme, je ne mets pas longtemps à être de nouveau séduit par cette boîte DCT. Elle faisait des merveilles sur le XADV. Et je dois avouer qu'elle est une vraie alliée dans cette circulation étonnamment dense pour une si petite ville. Cette capacité à descendre bas dans les tours mêlée à un bon équilibre général, malgré un centre de gravité relativement haut, m'autorise des évolutions très lentes tout en scrutant les panneaux. Je roule à l'instinct, mon attention faisant en permanence des allers-retours entre le trafic et le choix de la route à emprunter. Oui, je sais, on est en 2017 et je n'ai pas de GPS. Quant à mon smartphone, à cette heure-ci de la journée, sa batterie crie famine. Je roule donc à l'ancienne. Un œil sur la route, un œil sur les panneaux et un troisième sur l'heure qui tourne. Je suis photographe, j'ai un troisième œil. Parce qu'on m'attend à 19h30, à l'autre bout de Toulouse, et je compte bien m'arrêter prêter allégeance à ma vieille amie, la cité de Carcassonne, avant de rallier la capitale du Pays d'Oc, non sans avoir traversé au moins un morceau de montagne noire. Enfin, l'entrée de l'autoroute est atteinte et les kilomètres suivants sont parcourus sans encombre à la vitesse réglementaire. Aux alentours de 18h, la lumière se fait chaude et les ombres longues lorsque je me présente à la barbacane de Dame Carcasse. Je sais que le temps m'est compté et je n'ai pas vraiment le loisir de profiter de la cité, mais quel plaisir d'être ici, qui plus est des revenir en chevalier. L'instant est trop fort, je nous accorde une pause sur l'esplanade. J'étais en voiture que je n'aurais pas pu m'approcher autant, mais la route nous attend, direction Cézac, un petit village situé 550 mètres d'altitude sur le flanc sud-ouest de la montagne Noire. J'avais l'intention d'y monter par un dédale de chemins de terre battue et de gravier que je connais par cœur pour les avoir arpentés pendant des années en mountain bike et avec mon vieux Niva, mais je n'ai pas le temps. Tout au plus faisons-nous quelques kilomètres dans la poussière entre Moussoulan et Montaulieu. C'est roulant et sans difficulté. La CRF est à l'aise, comparée au XADV, c'est un vrai trail. Elle peut faire beaucoup mieux, ça se sent. C'est avec un petit goût de reviens-y que je quitte le petit chemin et engage de nouveau la moto sur la route. Mais il faut tracer. Là encore, je n'ai qu'à peine le temps d'humer l'air de Cessac, l'air de mes années 90, l'air des Cathares. À l'époque, ma monture était rouge aussi, un 400 bandit. C'était il y a plus de 20 ans, mais le souvenir est encore vivace et je mesure pleinement la différence entre les deux motos. Si je trouve ma CRF petite en comparaison des gros trails actuels, ma première impression qui la rapprochait d'un Dominator était erronée. Dans la descente entre Cessac et Castelnaudary, les sensations du bandit me reviennent en pleine figure, comme si c'était hier. Et le bandit, à côté de ma monture du jour, il est tout petit. Et que de chemin parcouru en termes de dynamisme et de sécurité. Je l'ai aimé, ce bandit. Mais franchement, ma bécane d'aujourd'hui est vraiment impressionnante sur ce genre de petite route où les virages se jettent sur moi les uns après les autres. Passé en mode S3, pour Sport 3, les modes sport de la boîte DCT étant gradués de 1 à 4, la prise d'angle est franche et stable malgré l'état assez déplorable de la route. Je me régale de jouer de l'accélérateur et du frein, et la moto se penche sans se tordre à la moindre sollicitation du bassin. Le freinage est vraiment rassurant, et les accélérations puissantes, le passage en mode sport offrant plus d'allonge au moteur et procurant une réaction plus directe à la rotation de la poignée d'accélérateur.
La première ligne droite de plus de 500 mètres fait de moi un hors-la-loi. N'étant pas, mais alors pas du tout un pilote talentueux, je garde toujours une grosse marge de sécurité, mais je dois redoubler de vigilance, tant le gros trail du géant rouge sait me mettre en confiance. Puis viennent Castelnaudary et de nouveau l'autoroute. Le temps presse, il y a très peu de trafic, et je laisse le 1000 s'exprimer un peu plus. Le pays de Cocagne et ses nuées de moustiques sont traversés bride abattue, mais je suis quand même en retard. Les quelques électrons encore présents dans mon téléphone me servent à prévenir mes hôtes et me guider jusqu'à Celle. Forcément, la rocade toulousaine, vers 19h30, ce n'est pas la petite route qui descend de Cessac. Les bouchons, les vrais, ceux d'une agglomération de plus d'1 million d'habitants, même constat qu'à Pézena. La souplesse du couple CRF 1000 boîte DCT fait merveille. En plus, la hauteur de Celle est ici un vrai atout, permettant souvent de voir au-delà des véhicules et ainsi anticiper le flux de circulation avec une agréable sensation de sécurité. Arrivé chez mes amis, mon premier bilan est apparemment très positif. La moto est séduisante, facile, confortable et fait preuve d'une belle polyvalence. Cela dit, je dois avouer que malgré le plaisir pris à son guidon lors de ce premier bout de route, je n'ai pas chaviré dans le tourbillon de la légende. Je veux dire que si je m'étais assis sur une Africa Twin de 88, j'aurais ressenti quelque chose au-delà des seules qualités dynamiques de la moto, quelque chose de transcendant, un genre de communion entre mes sens d'adulte et mes rêves d'ado. Mais rien n'est joué. Ma monture et moi avons encore 4 semaines pour faire connaissance. La suite au prochain épisode. Si vous voulez retrouver ces textes de Thierry Vincent et les photos sur le sujet, n'hésitez pas à aller sur le site de Road Story et bien sûr vous abonner à notre podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify. À plus!